Pour résumer, j'ai quand même l'impression que depuis une vingtaine d'années, l'attitude des Japonais vis-à-vis des étrangers, enfin surtout des Occidentaux, a évolué dans le bon sens. Donc je ne dis pas que tout va bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de xénophobie, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Et moi, au bout de 20 ans, je me sens chez moi au Japon. Alors je sais bien qu'au Japon, je serai toujours un étranger, ne serait-ce que physiquement, mais les Japonais ne le savent pas, mes amis, ma famille. Je pense que certains de mes étudiants sentent bien que je suis chez moi au Japon, mais je sors dans la rue, je suis un étranger aux yeux de tout le monde. Mais le plus important, c'est que moi je me sente chez moi. Et ça n'a pas été naturel ni facile. Je crois que la grande décision de rester au Japon, ça a été d'accepter que mes enfants deviennent japonais. Donc je me souviens que j'étais très content d'être au Japon. J'avais mon fils qui avait 3-4 ans et j'étais persuadé que je le mettrais jamais à l'école japonaise. Et puis ça s'est fait petit à petit. La maternelle était très bien. J'avais pas envie de déménager. J'avais pas envie d'aller à Tokyo. Donc il était à l'école primaire. Puis je me suis dit s'il y a du racisme, si l'école c'est l'enfer des examens, ben on ira à Tokyo, on rentrera en France. Puis ça s'est fait naturellement. Et j'ai 4 enfants qui maintenant sont japonais. Et je m'en porte pas plus mal. Mais je me souviens que j'avais une angoisse terrible que mon fils, il n'y en avait qu'un à l'époque, devienne japonais. Donc je crois que ça a été un moment très important d'accepter l'idée que mes enfants, si on vit au Japon, eux, puisque leur mère est japonaise, eux seraient complètement japonais. Donc ça, c'était, je crois, le moment où ça a basculé. Je reste ou je reste pas. Si je reste, les enfants seront japonais. Ils le sont devenus et je m'en porte vraiment. C'est plus du tout un problème. Mais je me souviens de cette angoisse pas très glorieuse. Les mauvais côtés de la société japonaise, j'y échappe. J'ai l'impression que par mon métier de prof, par mes amitiés, tout ce qui me déplaît dans la société japonaise, je n'y suis pas soumis. Donc c'est peut-être le côté agréable de la vie d'immigré de luxe, c'est peut-être le côté irresponsable de la vie de l'expatrié, mais tout ce qui me déplaît dans la société japonaise, il y a vraiment très peu d'occasions de me coltiner avec. Donc j'ai l'impression que la société japonaise me permet de vivre dans une bulle qui m'a fallu 20 ans à construire, qui est une bulle active, la traduction, ça me permet de faire le lien avec la France. Si je traduis, c'est parce que je ne voulais pas me retrouver après 20 ans de Japon sans lien avec la France. Bon, la famille, les amis, mais ça ne suffit pas. Quand on reste dans un pays aussi différent, aussi lointain, j'avais absolument besoin de me dire si un jour j'en ai marre du Japon ou si un jour le Japon en a marre de moi, quand je rentre en France, qu'est-ce que j'aurai? Donc maintenant, je sais que j'ai un lien avec des éditeurs que j'aime bien. Je traduis moins parce que ce lien, j'ai traduit quand même 20 à 30 bouquins, donc j'ai quand même ramé pas mal de nuits. Mais l'important, c'était d'avoir un lien autre que la famille et les amis avec la France en restant longtemps au Japon. Et la traduction, c'était une nécessité puisqu'on ne traduisait rien du japonais. On traduisait Mishima, Kawabata et quelques classiques, mais on ne traduisait pas les polars, on ne traduisait pas les livres pour enfants, on ne traduisait pas ce que les Japonais lisent. Donc plutôt que d'écrire un livre sur le Japon, plutôt que de dire voilà, moi je vis au Japon, le Japon c'est comme ça, je pensais qu'en traduisant ce que les Japonais lisaient dans le train, dans le métro, c'était la meilleure façon, au moins dans la fin des années 80, au début des années 90, c'était l'urgence vis-à-vis des Français et vis-à-vis de l'image que les Français pouvaient avoir du Japon.